Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous parler de mouvement des objets abordé d'un point de vue énergétique. Vous voyez sur l'image Ronald Villani qui vient de passer une barre au saut à la perche, et donc pour franchir cette barre, il a dû transformer l'énergie de sa course d'élan en une énergie liée à la hauteur. Donc l'objectif du chapitre que je vais vous présenter va être d'établir une relation entre les causes et les conséquences du mouvement d'un point de vue énergétique. Pour cela, on va définir quelles sont les énergies du système liées au mouvement. Il existe tout d'abord l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse. Cette énergie cinétique EC se calcule grâce à la formule que vous avez sous les yeux, 1/2 de m fois v au carré. Il existe une deuxième énergie qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur qui est liée à l'altitude de l'objet. L'altitude z, cette formule donc EPP est égale à m fois g fois z. Pour utiliser ces deux formules, il faut bien évidemment faire attention aux unités qu'elles engendrent. Les deux énergies EC et EPP, ce sont des énergies donc exprimées en joules. La masse du système que l'on retrouve dans les deux formules est en kilogrammes. Attention, dans l'énergie cinétique, la vitesse est exprimée en mètres par seconde, alors que les énoncés vont souvent vous donner des vitesses en kilomètres par heure, donc il faut penser à convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde. Je vous rappelle qu'il faut diviser par 3,6 pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde. L'altitude Z s'exprime en mètres, et G, l'intensité de pesanteur, est en newton par kilogramme, qui vaut souvent 9,81 si on s'intéresse à des sujets qui ont lieu sur la Terre. Si on fait la somme de ces deux énergies, on obtient une énergie totale qui s'appelle l'énergie mécanique, notée EM, et donc qui est égale à EC plus EPP. Donc voilà les énergies qui sont associées à un objet en mouvement. Maintenant, si on veut établir une relation cause-conséquence, il faut penser que la cause du mouvement, ce sont les forces, mais qu'est-ce qui va nous permettre d'exprimer l'impact d'une force sur le mouvement d'un point de vue énergétique? C'est ce qu'on appelle le travail. Le travail d'une force, c'est la capacité de celle-ci à modifier l'énergie cinétique du système. Alors pour illustrer cette notion-là, voici une petite image. Donc vous voyez un wagon. Le wagon, on va considérer qu'il bouge vers la droite, vu qu'il y a 3 personnes qui tirent vers la droite. On va considérer que le mouvement du wagon va et vers la droite, et on va voir d'un point de vue énergétique ce que ça implique. Donc quel est le personnage qui va avoir l'effet le plus important, disons à force égale? C'est celui qui exerce une force F1 ici. Donc du fait de son action, il tire dans le sens du mouvement du wagon, et il va donc lui donner davantage de vitesse. Il va lui donner davantage d'énergie cinétique, et donc la force qu'il exerce a un travail, donc une grandeur énergétique, qui va être comptabilisée positivement. De la même manière, le personnage qui exerce la force F3, lui aussi, va donner de l'énergie au système. Donc le travail va lui aussi être positif. À l'inverse du personnage qui exerce la force F4, qui lui tire dans le sens opposé au mouvement, et donc son action va avoir tendance à diminuer l'énergie cinétique. Donc il exerce un travail qui va être négatif. Quant au dernier, celui qui est ici, lui, il tire d'une manière perpendiculaire par rapport au mouvement, et donc son action n'a aucun effet sur l'énergie cinétique, son travail est donc nul. Donc si on réfléchit un petit peu en regardant cette petite image, on voit quels sont les paramètres qui permettent de déterminer, de calculer un travail. Le travail donc est noté W, je vous l'ai pas dit, vous voyez. Donc le travail noté W va dépendre de différents paramètres. Évidemment, plus la force exercée est importante, plus le transfert d'énergie va l'être. Donc la valeur de la force intervient. D'autre part, entre le personnage F1 et le personnage F3, imaginons que les deux exercent une force identique, c'est le personnage F1 qui va avoir un impact plus fort. Donc qu'est-ce qui change entre ces deux forces qui sont exercées en F1 et F3? C'est l'angle correspondant à la direction de ces deux forces. Et la meilleure des situations, c'est quand l'angle entre le mouvement du wagon, donc qui suit les rails, et la force, c'est quand cet angle vaut 0. Au contraire,
quand l'angle vaut 90 degrés, correspondant à ce personnage, là on a une action qui est nulle. On y reviendra tout à l'heure pour l'expression. Donc l'angle, qu'on note alpha en général, l'angle alpha qu'il y a entre la direction de la force et la direction du mouvement, a son importance. Et troisième paramètre qui va également influer sur la valeur du travail, c'est la distance sur laquelle, bien sûr, on effectue cette force. Si le personnage F1 tire sur 1 mètre ou s'il tire sur 10 mètres, le transfert d'énergie cinétique ne va pas être le même. Donc la distance parcourue entre un point de départ, point A, et un point final, point B, a son importance. Donc le travail, l'expression du travail qui permet de le calculer, va dépendre de ces trois paramètres, être F, alpha et AB. Et voilà de manière plus détaillée cette expression. Donc le travail entre les points A et B de la force F est égal au produit de la norme de la force, l'intensité de cette force, multiplié par le déplacement AB et multiplié par le cosinus de l'angle. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure situation de transfert d'énergie, c'est quand l'angle vaut 0, et celle qui est inefficace, c'est quand l'angle vaut 90 degrés. Eh bien, le cosinus traduit tout à fait ces deux observations. En termes d'unité, un travail, c'est un transfert énergétique, donc il s'exprime en joules. La force, l'intensité de la force est en newton, la distance AB est en mètres, et l'angle alpha peut être exprimé en degrés ou en radians, peu importe, à condition que votre calculatrice soit réglée dans la bonne unité, puisque le cosinus va être calculé en fonction du réglage de votre calculatrice. Alors la plupart des exercices font apparaître des angles qui sont exprimés en degrés, mais on pourrait tout à fait imaginer des radians. Donc je vous ai remis la formule et l'image qui est ici, et on va donc voir les différentes situations que l'on rencontre ici. Donc j'ai représenté tout d'abord le vecteur déplacement, le vecteur AB de la gauche vers la droite. Imaginons maintenant le personnage F3. Il tire donc avec une force F3. Si je prolonge la direction de cette force, on voit qu'elle forme un angle ici, que j'ai appelé alpha 3, un angle avec le déplacement. Cet angle est plus petit que 90 degrés. Donc, d'après la formule qui est ici, cosinus d'un angle plus petit que 90, entre 0 et 90, eh bien, vous le savez sans doute, ça nous donne une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Autrement dit, une valeur positive. Peu importe la valeur, mais en tout cas, on sait qu'elle est positive. Donc, quelque chose de positif fois une distance positive fois une norme positive, ça nous donne bien évidemment un résultat positif. Autrement dit, le transfert d'énergie est positif, le système gagne de l'énergie cinétique, on dit que le travail est moteur. Le personnage F5, qui est ici, lui tire perpendiculairement au déplacement. Alors, il y a une petite perspective qu'il faut bien voir. L'angle que vous avez ici, qui s'appelle alpha 5, est un angle droit, angle à 90 degrés. Donc si l'angle vaut 90 degrés, le cosinus de l'angle vaut 0. Si le cosinus de l'angle vaut 0, le travail est nul. On dit que la force ne travaille pas. Enfin, dernière situation, le personnage qui est ici, il exerce une force F4. L'angle entre le déplacement et cette force est plus grand que 90 degrés. Si l'angle est supérieur à 90 degrés, voilà, eh bien le cosinus va être compris entre moins 1 et 0, autrement dit, il est négatif. Et si le cosinus de l'angle est négatif, le travail est négatif. On parle de travail résistant. Pour obtenir et pour déterminer l'évolution de l'énergie cinétique de ce wagon, il faut bien sûr tenir compte de l'ensemble de toutes les forces qui s'exercent sur le wagon. Là, il y en a 5, représentées par les 5 personnages, mais il y a bien sûr d'autres forces qui agissent. Il y a notamment le poids, la réaction du support, on pourrait parler des frottements également. Toutes ces forces peuvent avoir un impact sur l'évolution de l'énergie cinétique. Et donc, on arrive à cette loi absolument fondamentale, à ce théorème fondamental qui relie cause et conséquence du mouvement d'un point de vue énergétique. Il s'appelle le théorème de l'énergie cinétique. On retrouve de ce côté-là de l'égalité, à droite, la somme des travaux des forces, donc ça c'est la cause
du mouvement, les forces. D'un point de vue énergétique, c'est les travaux qui vont nous intéresser. Donc là, c'est la somme, donc la résultante des travaux des forces. Eh bien, ça va avoir un impact sur la variation de l'énergie cinétique. Variation veut dire un état final moins un état initial, autrement dit ECB moins ECA. À partir de cette relation-là, eh bien, on peut étudier toutes les situations énergétiques dans les exercices à venir. Alors on va quand même aborder deux cas un petit peu particuliers qui peuvent nous permettre d'aboutir à une légère variante de ce théorème de l'énergie cinétique et qui peut servir de point de départ. Première variante, c'est quand on a affaire à des forces conservatives. On verra ce que ça veut dire. Comme exemple, eh bien, on va parler du poids. Le poids est une force conservative et voici une petite illustration qui va nous servir donc à démontrer et à trouver l'expression du travail du poids. L'objet va d'un point A à un point B, il est donc en chute. Il n'y va pas de manière directe, mais il suit une trajectoire qui est représentée par les pointillés jaunes qui sont ici. Au cours de sa chute, il est soumis à une force, le poids, qui est représenté ici. Donc on l'a vu précédemment, pour calculer le travail d'une force, c'est, j'ai oublié de le préciser, mais quand on fait la norme de la force fois le déplacement, la norme du vecteur déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle mathématiquement le produit scalaire. Ce n'est pas fondamental pour l'aspect physique ici. Donc là, je repars du calcul grâce à cette relation dans le cas du poids. Le travail du poids, c'est donc la norme de la force, donc P, fois la norme du vecteur déplacement du vecteur AB fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Et on voit bien qu'entre P vertical et le vecteur AB qui est ici, il y a un angle alpha qui est représenté. Alors cet angle alpha qui est représenté ici, on le retrouve également ici, au niveau du sommet A du triangle ABH. Eh bien, on va utiliser la trigonométrie, et dans ce triangle justement ABH, où l'angle alpha c'est l'angle A, eh bien le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent, donc AH, divisé par l'hypoténuse AB. Et il se trouve que le côté adjacent AH, eh bien on l'obtient en faisant la soustraction des deux hauteurs, la hauteur initiale ZA et la hauteur finale ZB. Donc voilà une autre expression de cosinus alpha. Je vais l'utiliser pour remplacer dans l'expression précédente, et j'obtiens ainsi P fois AB fois ce terme-là. Le AB et le AB qui sont ici se simplifient, je remplace P par M fois G, et j'obtiens donc la relation que le travail du poids est égal à M fois G, fois la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Autrement dit, ce travail ne dépend absolument pas du trajet qui a été suivi pour aller du point A au point B. Ça ne dépend que de l'altitude de départ, de l'altitude d'arrivée. J'aurais pu prendre une trajectoire complètement différente qui va du point A au point B, j'obtiendrai exactement le même travail. Donc quand le travail est indépendant de la distance parcourue, eh bien on parle de force conservative. Le poids est un exemple. Alors conservative veut dire qu'il y a quelque chose qui se conserve. Si je regarde le dessin, ça n'est absolument pas l'énergie potentielle, puisque entre le point A et le point B, il n'y a pas la même hauteur, il y a une variation d'énergie potentielle. L'objet chute, donc on peut imaginer que son énergie cinétique va augmenter, donc elle non plus ne se conserve pas. En fait, ce qui se conserve, c'est l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique se conserve, veut dire qu'elle est constante, et donc le EM au point A est égal à EM au point B. Ou bien, autre façon de le dire, la variation de l'énergie mécanique est nulle. Et pour expliquer que la variation soit nulle, eh bien, comme l'énergie cinétique varie et que l'énergie potentielle varie, il faut que l'une varie en compensant l'autre. Il y a une conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. Si on s'intéresse à un mouvement d'oscillation de pendule, eh bien on obtiendrait ce genre de courbe avec une alternance, donc des oscillations d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, décalées l'une par rapport à l'autre, complémentaires, et quand on fait la somme, on obtient une énergie mécanique qui est parfaitement constante. Donc si l'énoncé de l'exercice que vous êtes en train de faire vous dit que les forces sont conservatives, ou si vous savez qu'il n'y a que le poids que vous savez être conservatif, vous pouvez partir de cette relation-là, l'énergie mécanique est constante, la variation est nulle, c'est une variante
du théorème de l'énergie cinétique. Vous n'êtes pas obligé de repasser par la relation précédente. Mais là, il s'agit d'une adaptation en fonction des exercices qui vous seront proposés. Dans la vidéo d'après, je vous montrerai juste deux petites applications. Et enfin, pour terminer, que se passe-t-il si, au contraire, on a affaire à des forces non conservatives? Alors, l'exemple le plus fréquent, c'est les frottements. Donc, imaginons un objet qui bouge d'un point A à un point B, représenté par le vecteur en vert. Le système qui bouge est représenté par son centre de gravité G. Il est soumis à une force de frottement qui s'oppose au déplacement, qui est donc représenté en rouge. Et entre le vecteur déplacement et le vecteur force de frottement, il y a un angle, ici représenté en bleu, qui vaut 180 degrés. Donc si je veux déterminer le travail de la force de frottement, j'applique la formule F fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. L'angle vaut 180 degrés, cosinus de 180, ça vaut moins 1. Donc si je remplace cette partie-là par moins 1, je trouve que le travail de la force de frottement vaut moins F fois AB. Et dans ce cas-là, on voit que le travail dépend de la distance parcourue. Plus la distance est grande, plus le travail est grand. On a affaire à une force dite non conservative. Et donc, qu'est-ce qui ne se conserve pas? C'est l'énergie mécanique. L'énergie mécanique a une variation qui n'est plus égale à 0. Que vaut la variation de l'énergie mécanique? Eh bien, tout simplement, le travail des forces de frottement. Alors, le travail des forces de frottement, regardez ici, il est négatif. Il y a une perte d'énergie du système. Alors ça, c'est vrai dans l'immense majorité des cas, dans le cas des forces de frottement. Des forces de frottement motrices, on peut trouver quelques cas particuliers, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, les frottements sont résistants. Donc on a affaire à un travail des forces de frottement qui est négatif. Donc cette partie-là est négative, mais ça n'est pas du tout un problème puisque la variation d'énergie mécanique, elle aussi, est négative. L'énergie diminuant, si on fait finale moins initiale, on va bien obtenir une valeur négative. Ça veut dire que la conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle ne se fait pas de manière totale, elle est uniquement partielle. Et si je reprends le cas d'une oscillation d'un pendule avec frottement, voilà ce que l'on obtient. On a bien conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique, mais quand on fait la somme des deux, eh bien, il y a une perte d'énergie, et cette perte d'énergie, elle est représentée ici en bleu, ça correspond au travail des forces de frottement. Donc là encore, si l'énoncé vous parle de frottement, si on vous demande d'exprimer ce travail de force de frottement, vous pouvez partir sur cette relation-là pour réaliser votre exercice. Donc voilà pour la partie cours de ce chapitre 8. Si vous êtes intéressé par des applications, venez voir tout de suite la petite vidéo qui va vous montrer deux applications concrètes correspondant à ce chapitre. À très bientôt.